éditorial dans le journal du ministère de la Justice, dans lequel, en quelque sorte, il dit aux magistrats du Cameroun de ne pas tenir compte des coups de pression qui peuvent venir de l'exécutif, parce que le chef, le patron de la magistrature suprême, qui est le président Biya, lui-même, pour l'image de la magistrature, ça n'a pas de sens qu'il y ait des interventions qui viennent tout le temps pour essayer de brider cette magistrature et lui faire rendre des faux jugements. Alors, Oumar Oudari dit quoi? Il dit « Merci Morgan Palmer, je te suis assidûment. J'apprécie cette ouverture d'esprit et l'humilité qui va avec. Reste comme ça. Bien sûr que je me connecte de Maroua, l'une des villes du Cameroun. Je connais très bien Maroua. J'y étais à l'hôtel Saré Hôtel, voilà, je crois que c'est ça. L'hôtel où il y a des grands arbres dans le jardin. J'ai beaucoup aimé. J'y ai séjourné il y a une vingtaine d'années et c'était très très bien à Maroua. Je vous conseille cette ville-là, vous qui allez au Cameroun. On y passe de très très bons moments. Donc, bonsoir Flore Polydor, le ministre de la Justice du Cameroun, qui a dit aux juges, aux magistrats, non, ne cédez pas à ce mouvement, ce coup de pression qui peut venir, aux hautes instructions, sachant que il y a quelques mois, quand j'ai commencé à communiquer ici, j'avais dit que le Cameroun n'était plus un état de droit. Et quand je l'ai dit, je connais de nombreuses personnes qui ont pris la parole pour dire oui, ouais, mais ce mec, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il raconte et tout. Mais voilà, on s'est rendu compte, ce ministre de la Justice, qui est un grand taiseux, hein, il parle pas souvent. C'est quelqu'un qui est de la culture on ne parle pas, on se tait, l'administration est froide. Mais ça fait 2 fois qu'il intervient ces derniers mois-ci, chose que j'apprécie, on peut applaudir des 2 mains. La première fois, c'était pour donner un avertissement aux magistrats qui sont les amis du président de la FECAFOOT du Cameroun en leur disant, bon, ce dernier aurait défié l'État et donc il les prévient. Quiconque des magistrats qui sont amis avec le président de la FECAFOOT vont essayer de vouloir l'aider en tordant le bras au droit, eh ben, il va l'avoir contre lui. Donc il a dit, il y a quelques semaines, je vous l'avais dit ici, et là, cette semaine, il refait surface, hein, très communicant ces derniers temps, pour dire que, voilà, aucun magistrat ne doit céder aux coups de pression qui peuvent arriver de part et d'autre. Bon, alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui est en quelque sorte un aveu, hein, un aveu que ce que M. Palmer dit depuis quelques mois en disant que le Cameroun n'est plus un état de droit est la vérité. Et donc, quand on n'est plus dans un état de droit, ça suppose quoi? Ça suppose que les uns et les autres peuvent se défendre comme ils peuvent. Il n'y a plus de justice. Chacun peut se lever un matin. Merci à notre ami Amadou Lamine Faye, monsieur le ministre, qui nous rejoint. C'est un vieil ami, un aîné, avec lequel nous avons fait le tour de la planète. On allait un peu partout. Il est citoyen d'honneur de la ville de Salvador de Bahia, au Brésil. Le Brésil où il y a la plus grosse communauté de la diaspora africaine de tous les temps. La plus grosse, le pays où il y a le plus de Noirs dans le monde, c'est le Brésil, je crois. Après, oui, c'est le Brésil. Je crois après le Nigeria ou avant le Nigeria, je ne sais plus très bien. Donc merci, monsieur le ministre, de nous rejoindre, d'être avec nous, mon frère. On est plus dans cette relation fraternelle. Merci d'être avec nous. Il y a Dax qui nous rejoint. J'ai fait mien le slogan « Il fera beau au Cameroun, Hoha ». Voilà, ça me revigore chaque jour davantage. Effectivement, il fera beau au Cameroun, Hoha. Alors, quand on a parlé du ministre, pour ne pas perdre le fil, parce que nous sommes en freestyle, on va dire quoi? On va dire que bon, c'est bien de voir que beaucoup de nos compatriotes qui ne parlaient pas, parce que beaucoup de choses que je vous dis, de nombreux Camerounais étaient au courant, en tout cas ceux qui sont parmi les initiés, qui sont au sommet de l'État, sont au courant de ça, mais personne n'osait dire quoi que ce soit. Pour des raisons de convenance, parce qu'ils sont tenus, la plupart sont des frères de loge, et donc au titre de que nous sommes des frères de loge, on ne peut pas se dénoncer entre nous, d'autres tout simplement tenus par la violence des gens à qui nous avons affaire, parce qu'il faut savoir que Ferdinand Ngongor, c'est pas un enfant de cœur, hein, c'est des gens qui exécutent froidement, ou qui font exécuter froidement leurs concitoyens, parce que ces derniers ne sont pas d'accord avec eux, ou parce que ces derniers ont tenu un discours public
qui n'est pas en convergence avec leurs intérêts à eux. Donc il y a beaucoup de gens qui sont morts et donc je comprends à ce titre que certains de nos concitoyens n'aient pas été très portés dans les révélations, que beaucoup ont préféré se taire. Hein, vous voyez un tout petit peu. Salut Arthur et Kitike, je crois que vous êtes du côté du Cameroun, mon cher Raymond. Camgré, salut, bienvenue à vous aussi. Le Raymond, lui, je le connais depuis quoi? Depuis bientôt 25 ans. À l'époque, j'étais jeune journaliste. J'avais lancé un programme qui marchait très bien, qui s'appelait Message personnel. Il y avait toute une flopée de jeunes qui se connectaient tous les soirs. C'était la meilleure audience de radio au Cameroun, hein. Toutes les villes confondues. Tout le monde était connecté dès qu'il était 20h et que j'étais sur l'antenne. On avait notre mode ralliement qui était tranquille. Voilà, donc tout le monde venait pour écouter cette émission. À cette heure-là, on n'écoutait rien d'autre dans les villes du Cameroun où nous émettions. Toutes les radios, dans les maisons, dans les taxis, tout le monde écoutait Message personnel, donc que je présentais. Et Raymond Kamga fait partie des gens qui, à l'époque m'écoutaient. Je vois qu'il a bien camerounisé son nom. Il est passé de Kamga à Camgré. Je crois que c'est un gars de Baham. Raymond, j'ai été dans votre village, à Baham. Hein, j'ai été rencontrer le roi de Baham quand il y a eu des difficultés, pour lui dire que bon voilà, pour moi ce sont les gardiens de la tradition et nous n'avons pas d'autre avenir qu'en affirmant de manière très forte la singularité de nos coutumes, de notre culture africaine, donc on garde notre âme en lieu sûr avant d'attaquer cette mondialisation, c'est très important. Donc voilà, j'étais à Baham et j'avais une pensée pour vous en allant rencontrer le roi des Bahames à l'époque. Donc bienvenue à vous mon cher Raymond. Oui, effectivement, Arthur, c'était sur Magic FM. Donc, ah non, Raymond, il est de Badjoun. C'est la ville d'à côté, juste à côté. Donc, il y a Baham, il y a Badjoun. J'ai fait les deux villes. J'ai été chez les Fotso à Badjoun et je connais très bien le chef des Badjoun. Tonton Honoré, à l'époque, il travaillait pour Evekam. Agnete, hein, il est parti de là pour devenir le roi des Badjoun. Donc je vous disais, pour revenir au sujet, que on a parlé de ça, des difficultés qu'on avait dans notre pays, d'avoir une justice qui continue à être une justice intéressante. Elle était au service des intérêts mafieux. Bon, aujourd'hui c'est reconnu, hein, de notoriété publique, même par le premier magistrat. Donc le garde des Sceaux, Laurent Aissot, c'est très très bien. Donc ça c'est un début pour commencer, parce que vous savez, pour réussir toute thérapie, il faut dans un premier temps que le diagnostic soit accepté de tous, qu'il soit clair. Après le diagnostic, eh ben, on lance la thérapie et puis en espérant une guérison du malade. Donc aujourd'hui qu'on soit tous d'accord sur l'audit de la situation, moi je trouve que c'est très bien, c'est formidable. Donc aucun magistrat ne doit céder au coup de pression. Alors, ça vous renseigne sur quoi? Vous avez entendu parler d'une histoire de sport, de football et tout au Cameroun ces jours-ci, statu quo entre le ministère des Sports qui prend des décisions qui sont contredites par l'instance qui dirige l'organisme qui gère le football au Cameroun. Et les gens ne se retrouvaient pas très bien, donc il y a une espèce de confusion, on ne sait pas ce qui se passe et tout. Mais alors, tout ça part de ces hautes instructions. Mais moi, je voulais qu'on perce l'abcès aujourd'hui. On perce l'abcès parce que je ne suis pas du tout de ceux qui pensent que le problème du Cameroun, c'est on a un bon président Biya, hein, un saint, jésuitiste, sorti des beaux séminaires, avec un bon cœur. Et puis à côté, il est entouré de gens, mais vraiment méchants, qui lui gâtent son travail et qui permettent qu'il fasse rien. Non, moi, je ne suis pas du tout pour cette théorie-là. On ne peut pas diriger un pays pendant plus de 40 ans sans avoir l'information. L'information, c'est le pouvoir. Et donc, à un moment donné, si on a des collaborateurs qui sont des gens de petite vertu, ben, on doit s'en rendre compte, sévir. Et si on ne peut pas sévir, après s'en être rendu compte, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque part, ils ont notre bénédiction pour agir d'une certaine manière. Moi, c'est la vision que j'ai des choses. Donc, il faut qu'on arrête de dire aux Camerounais, oui, le président Biya, moi, j'aimais beaucoup un type qui s'appelle Messanga Nyamzing. J'ai toujours trouvé une forme de courage, même si son courage avait des limites.
Parce que voilà, quand il a fini de dénoncer l'état de notre société, la limite de ces dénonciations vient toujours au fait, non, le président de la République, il est bon. Non, moi je ne crois pas du tout que nous avons un président qui n'a pas d'informations. Comment gouverne-t-il? Comment a-t-il conservé le pouvoir pendant 40 ans, 42 ans, s'il n'a pas l'information stratégique? Comment gouverne-t-on? Comment ne se fait-on pas renverser? Comment n'est-on pas victime d'un coup d'État si on ne sait pas ce qui se passe? Moi, je pense que, en réalité, c'est juste de la ruse. C'est de l'esbrouf qu'on a vendu aux Camerounais depuis toutes ces années. Non, je ne pense pas que tout ce qui est dit là, par exemple, on a parlé ici de Ferdinand Ngongo, avec ses histoires de haute instruction, toute la mafia de tuerie, d'exécution, d'assassinat des Camerounais qu'ils ont mis en place. Il est difficile de faire croire, avec le temps qui avance, que bon, ce monsieur, il agit pour lui tout seul, et qu'il le fait sans avoir la complicité, sans même tacite, de ceux qui sont au-dessus de lui. Vous pensez que le président Biya serait président 42 ans après, s'il avait des gens sous lui qui peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'ils ne soient informés? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. D'ailleurs, je vais vous donner des pistes de réflexion sur l'histoire du football camerounais aujourd'hui qui est en stand-by. Vous n'imaginerez jamais. Mais si vous voyez que c'est en stand-by, c'est parce que les gens ont sorti sous le chapeau une histoire d'armes. Que bon, on aurait fait tel deal avec un tel, on a commandé, ils m'ont demandé de commander des armes ou de les mettre en relation avec des gens dont les armes devaient venir depuis la Russie. Et puis voilà, avec ces armes, ils comptaient renverser le président. Et donc du coup, on a une situation qui est partie de non, monsieur le ministre des Sports, réglez-nous cette situation. On n'a plus besoin de voir trop de cafouillage dans le football camerounais. On est parti de cette situation à une situation de statu quo aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un ministre des Sports qui nomme un staff pour redonner sa vigueur, faire renaître le football de ses cendres. Et puis du jour au lendemain, pendant que ce staff est là, mobilisé et tout, on a quoi? On entend des versions qui sortent du chapeau en mode non, le même président qui a donné cet ordre aujourd'hui a dit allez-y un peu mollo, allez mollo. Pourquoi? Parce que bon voilà, le petit se serait plaint en disant ouais, non, je suis victime d'une cabale, mais ces gens-là en réalité c'est des faux. Et ces défauts, ils m'ont demandé notamment de faire un certain nombre de petits travaux pour eux, pour vous faire tomber. Et donc, quoi, statu quo dans notre pays. Bon, écoutez les gars, moi je suis un peu saoulé par tout ça. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais je suis un peu saoulé par tout ça, quoi. C'est-à-dire, tout ça dénote de quoi? Tout ça dénote de l'idée que, voilà, il n'y a plus de gouvernance dans notre pays, quoi. On a un type qui est fatigué. Est-ce qu'on peut gérer normalement un pays pendant 42 ans? Je parle de 42 ans, en ayant toujours la même vigueur. Hein? C'est-à-dire que ne regardons pas le cinéma qui va être fait. Demain, ce sera le 20 mai au Cameroun. On verra peut-être un président Biya sorti, shooté de toutes les façons possibles pour qu'il puisse tenir un défilé et puis d'y redisparaître pour des mois et des mois. Vous savez que depuis 2019, depuis sa réélection en 2018, il n'y a jamais eu de conseil de ministre. Jamais eu de conseil de ministre. Comment gouverne-t-on dans notre pays? Comment se fixe-t-on un ordre de marche, un programme, le planning, hein? Comment on sait que bon voilà, il nous faut 5 routes, est-ce que ces routes ont avancé? Comment on fait? Moi je veux bien comprendre le mode de gouvernance camerounaise, surtout quand on a des contre-exemples. Moi j'ai remarqué qu'ici, toutes les fois qu'on essaie de parler du modèle ivoirien par exemple, puisque c'est celui qui peut le plus changer le nôtre, il y a plein de gens qui viennent avec des insultes, ouais, monsieur Palmer, allez-y donc en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous croyez? Alors, Mayo, vous dites quoi? Vous dites, Morgan Palmer, le ministre, n'a pas respecté les règles de nomination. Ensuite, un coach belge qui ne respecte pas les Camerounais. Bon, ça peut se discuter. Je souhaite, quand on se retrouve à des dimanches comme ça, qu'on parle des idées, mais pas d'hommes. C'est très important. Parlons des idées, mais pas des hommes. C'est-à-dire, dans l'absolu, moi, j'ai mon point de vue. Mon point de vue sur la question, il est simple. C'est de dire que si demain nous étions en responsabilité, moi personnellement, je ne permettrais pas qu'on ait des organismes
qui sont censés engager, même s'ils sont privés, qui sont censés engager l'image du Cameroun à l'international, sans que les responsables de ces organismes n'aient un lien de subordination avec l'État. Vous vous rendez compte, quand on parle d'image, on évoque la souveraineté d'un pays. C'est-à-dire que, par exemple, là, aujourd'hui, on a un pays qui peut être pris dans les chantages affectifs, dans les prises d'otages, dans les chantages et tout. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça ne se fait nulle part, dans aucun pays. Si on veut donner une certaine aura, une certaine dimension au sport au Cameroun, eh bien, il est important quand même que les différents acteurs qui sont responsabilisés, que ce soit des gens sur lesquels on a de la main. Hein, c'est pas très beau le spectacle, hein, ça fait pas très jojo de nous voir nous tirailler à l'international. Moi, je pense que dès que ça touche à la souveraineté d'un État, il est important que les différents acteurs qui interagissent, que ces acteurs-là aient un lien de subordination avec l'État. Encore que pour moi, je vois pas ce que nous apporte le football au Cameroun. C'est un perdant, c'est un moyen de gouverner. Hein, je vous parlais dernièrement de la gouvernance par la diversion. Pour moi, c'est l'une des diversions de notre pouvoir actuel au Cameroun. On n'a pas de résultats. Donc, voilà, en l'absence de résultats, qu'est-ce qu'on fait? On donne au peuple du divertissement. Allez, crier autour du sport, crier... et puis voilà, entre-temps, ça permet de ne pas voir que nous sommes en train de rien faire. On n'est pas en train d'avancer. Donc, pour moi, ça fait partie des activités. Hein. Je parle du football qu'il faudra revoir. On n'a pas besoin de ça, honnêtement. Aujourd'hui, que les gens courent derrière une balle, derrière la baballe, ou on court derrière la baballe. Et puis quoi? Ça nous apporte quoi de concret dans notre pays? On ne gagne pas de trophées. Vous savez, rien que pour la Coupe du Monde, on a parlé de plus de 10 milliards de francs mobilisés dans les comptes publics pour financer une campagne qui a été un fiasco. Vous savez qu'avec 8 milliards de francs, on construit ce qu'on appelle un lycée technique professionnel. C'est quoi l'intérêt d'avoir un lycée technique professionnel? L'intérêt d'avoir un lycée technique professionnel, c'est qu'on forme des jeunes à des métiers pratiques. Pratique, ça veut dire qu'on a des gars qui sortent du lycée, qui, s'ils doivent faire de la soudure industrielle, qui savent souder. Donc, ça, faire de la soudure industrielle, c'est des gens qui ont un savoir-faire, c'est des gens qui ont un revenu, un salaire, et c'est des gens qui font vivre des familles. Donc, ça, c'est beaucoup plus impactant pour un pays. Alors, moi, j'avais un projet qui était de dire qu'il nous faut au moins 10 lycées techniques professionnels, donc pour les 10 régions, donc un par région. Et le modèle de ces lycées serait lequel? Serait de venir à l'international, voir Mercedes, voir Volvo, voir les ArcelorMittal, et leur dire, bon écoutez, chacun de nos lycées là, on va faire un pôle d'excellence dans des domaines bien précis. Est-ce que c'est dans l'acierie? Est-ce que c'est dans le dessin industriel? Mercedes, venez nous sponsoriser un module de formation de dessin industriel. Allez, mettons dans le lycée technique professionnel de Berthois, vous venez là-bas, ça n'existe pas, hein, donc dans la projection qui est la mienne, venez, en contrepartie, ce qu'on vous donne, c'est quoi? On vous permettra de vous installer au Cameroun avec des conditions fiscales préférentielles, et donc vous nous financez des modules de formation dans ces lycées, et tous les jeunes qui sortent là, de cette école d'excellence, eh ben, sont des gens qui vont être recrutés par la branche, par exemple, dessin industriel de Mercedes. Ça fait quoi? Ça fait qu'on a des gens qui sont formés avec des hauts niveaux de savoir-faire, parce que c'est Mercedes qui sponsorise, donc qui sont formés directement aux techniques avec de l'entreprise et tout. Et quand ils sortent de là, eh ben, ils rejoignent tout de suite l'entreprise. Mercedes, ça nous fait de l'argent qui rentre dans le pays et ça nous fait des gens qui sont autonomes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui. On a plus de 70% de nos concitoyens qui sont assis dans les maisons, qui n'ont pas d'emploi. Et ils sont assis dans les maisons, ils n'ont pas d'emploi. Pas tout simplement parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi, mais c'est parce qu'on n'a pas des gens formés. Ça, c'est le modèle du colon. Quand il partait, il s'est arrangé à bien jeter une inorganisation dans notre société, de telle sorte qu'on ne puisse jamais s'en sortir. Et en mettant toutes ces formations à la con, vous avez des gens qui vous disent, oui, j'ai une licence, j'ai un master, un machin. Mais qu'est-ce que tu sais faire? À cette question, ils ne savent pas répondre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a engagé le gap où l'Afrique est devenue aujourd'hui un impressionnant gisement d'opportunités, mais c'est des opportunités qui échappent aux nôtres. Parce que les nôtres ne sont pas formés, les autres ne sont pas préparés
à pouvoir répondre à toutes les sollicitations qui peuvent naître. Donc il faut faire les choses les unes après les autres. Donc pour moi, football, ce sport qui quand on prend 10 gros milliards, on va mettre sur une compétition, on dépasse pas le premier tour, pour moi c'est une perte de temps. Mais par contre, ce n'est pas fait de manière hasardeuse, c'est fait de manière très très stratégique par ceux qui commandent, parce qu'ils savent quoi, ils savent que bon voilà, il y a une vacuité dans notre offre de programme, donc pour calmer cette vacuité, eh ben, il faut tromper l'esprit des Camerounais, envoyer vers des choses rabaissantes, le divertissement, on se divertit après avoir travaillé. Mais les gens ne travaillent pas, ils se divertissent, pourquoi? Ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'était pour répondre à Mayo qui parlait du ministre qui n'aurait pas respecté. Qu'est-ce qu'on respecte dans notre pays? Vous savez, on a trop de retard, les gars. On a trop de retard. On s'est menti à nous-mêmes. Et puis, voilà, c'est en train de nous rattraper. On a fait la politique de l'autruche, on prend la tête, on la plonge sur un tas de sable, et on croit que la vie arrête de fonctionner en haut, mais on est rattrapé, tôt ou tard. Là, aujourd'hui, nous sommes victimes de notre forfaiture. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime toujours prendre cet exemple, parce que je connais très bien la Côte d'Ivoire. Vous savez comment on appelle Alassane Ouattara? On l'appelle le japonais. Vous savez pourquoi on l'appelle le japonais? On l'appelle le japonais pour sa capacité de travail exceptionnelle. C'est un chef d'État qui vous dit, bon, vous passez me voir demain à 7 h, d'accord? Vous dites oui, et le lendemain, 7 h, il est là. Vous arrivez à 7h05, et vous dites, ah, vous êtes là, Quadio? C'est bien, mais on avait dit 7 h, là, il est 7h05. Vous voyez? C'est pas les histoires du Cameroun où on vous donne rendez-vous à la présidence de la République. Vous arrivez, vous passez toute une journée assis là, et puis la journée passe, il y a des gens, moi j'ai vu des partenaires venus pour aider le Cameroun avec dans l'important des décisions qui ont attendu 10 heures de temps assis dans un salon, 10 heures de temps assis dans un salon. Mais qu'est-ce que vous foutez là, assis dans le salon? Non, on attend un directeur ou un secrétaire du président de la République pendant 10 heures de temps. Hein, vous comprenez tout de suite en tout cas un investisseur sérieux, dès qu'il voit ça, qu'il n'y a pas de respect, de ponctualité au niveau du leadership, il comprend tout de suite qu'il est dans un pays qui n'est pas sérieux. Alors oui, Alassane Ouattara, c'est un type qui a la capacité de vous dire, bah, écoutez, demain 7 h, vous trouvez qu'il a fait son sport, il s'est levé à 5 h, il a fait le sport, tac, il a pris son petit déjeuner, 7 h, il est assis, il vous attend. Et quand vous venez, vous parlez de choses sérieuses. Vous dites, bon voilà, vous voulez faire la route, d'accord, vous mettez quoi sur la table? Ouais, on va mettre tant de nombre de milliards. C'est quoi le tableau Excel? Vous le montrez le tableau Excel. Il sait le lire. Donc, quand je parlais ici la semaine dernière, dit qu'on n'a pas besoin de politiciens pour prendre la suite du leadership au Cameroun. Mais je sais de quoi je vous parle, les gars. Hein? C'est un homme qui a roulé sa bosse. C'est un homme qui a plus de 25 ans de vie à l'international, au plus haut niveau, qui est entré dans l'intimité des gens qui décident, qui a vu ce qui se passe ailleurs, qui vous parle. Je ne suis pas un doux rêveur, hein. Je vous parle des choses que j'ai vécues dans ma chair. J'ai vu comment ça fonctionne dans le reste du monde. Et donc, ce n'est que ce que j'ai vu que je souhaite faire, que les gens appliquent dans notre pays. Pas moi, personnellement, parce que je vous ai dit que je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas, ça. Allez, comment on laisse notre Cameroun aux générations d'après. Donc, voyez un type comme celui-là, quand il te reçoit, il dit, allez, il y a combien de milliards sur la table? Allez, il y a ça, bon, il faut combien de temps? Il faut 3 ans pour sortir le barrage, d'accord? Ça va faire quoi? Ça va faire qu'on va immobiliser tout un pan de la vie sociale. Voilà, tous les calculs sont faits. Et puis, c'est inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil des ministres. On l'appelle le ministre des Travaux publics. Bon, il y a une route qui doit sortir là. Et ils ont demandé tant nombre de temps pour faire tout l'aspect legacy et tout. Et puis, à partir de tel moment, le financement va être débloqué. On doit commencer à payer les traites à telle date. On doit avoir tel taux de pourcentage d'avancement de la route. Donc, lors du prochain Conseil des ministres, quand le président arrive, quand M. Ouattara arrive dans ce Conseil des ministres, il demande à son ministre des Travaux publics où est-ce qu'on en est. On devait être à 60% de taux de réalisation de la route. Est-ce que c'est bon? C'est effectif? Si ce n'est pas effectif, le ministre doit pouvoir expliquer pourquoi ce n'est pas effectif. Et s'il n'a pas d'explication convaincante, il va être mis de côté. C'est ça le management, le leadership d'un pays. Et c'est ça qu'il nous faut au Cameroun aujourd'hui. C'est pas les blablateurs qui viennent nous raconter la messe et puis voilà,
on perd du temps, on n'avance pas. On a besoin d'avancer, on a beaucoup de retard dans notre pays aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, les amis. Donc je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce qui va être fait, vous pouvez le faire, c'est c'est qu'on peut vous connecter directement à notre direct pour partager avec nous. Je crois qu'il y a Armel qu'on devrait prendre. Armel, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Si vous êtes là, signalez-vous pour que on puisse vous prendre. Mettez-nous un petit message, Armel. Allez, je vais fouiller là. Armel. Non, c'est pas, c'est Oumarou plutôt. Hein? Armel, signalez-vous, s'il vous plaît, pour que je puisse vous prendre, vous rajouter avec nous pour que vous intervenez. D'accord? Voilà. Ce serait bien qu'on ait une interaction aujourd'hui. Alors, il y a notre ami qui nous suit depuis Djibouti, c'est Rim. Rim, c'est une de nos sœurs qui est portée par cette envie de voir l'Afrique aller de l'avant et qui a été emprisonnée à Djibouti à cause de ses idées, parce qu'elle a essayé de réunir les gens à Djibouti dans l'idée que non, on ne peut pas rester comme ça. Pourtant, Rim, ce n'est pas n'importe qui. Elle aurait pu rester dans le confort. Si la fille du ministre des Affaires, de l'ancien ministre des Affaires étrangères, parenté du président à Djibouti, elle aurait pu dire, ben non, voilà, allez, pourquoi on va vouloir sauver des gens et tout. Non, elle a pris le risque de faire la prison en se mettant contre sa famille pour le modèle de gouvernance qui était en place, qui est un modèle de spoliation. Donc, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne s'inscrivent pas dans cette gabégie que nous voyons en Afrique aujourd'hui. Hein, il y a des gens qui viennent m'engueuler, qui m'insultent en off. Bon, ça me dit rien, vous savez, à mon niveau. Vous pouvez pas arriver à ce que j'ai fait dans ma vie personnelle, mon bilan personnel. Si vous êtes un type qui est ému par... ah ben voilà, il y a Armel qui est là. Armel, je crois qu'on va vous prendre... si vous pouvez relancer Armel. Je sais pas comment je la prends, Armel. Ce serait bien. Il y a Jos Lapec qui est au niveau de... Quel candidat souhaiterez-vous voir actuellement à la tête du Cameroun? Moi, je viens de vous dire, hein, nous, on veut des développeurs, des gens qui peuvent apporter des solutions aux problèmes de notre pays. Pas des blablateurs, quoi, pas des politiciens, les gens qui font de la politique politicienne. Alors, Armel, vous pouvez vous re-signaler à nouveau, s'il vous plaît, pour que je vous prenne en direct, s'il vous plaît. Oh là là, mais je suis un type qui est nul en matière d'informatique. Je sais pas comment vous récupérer, Armel, pour que vous soyez avec nous. Je vois que vous êtes un certain nombre connectés. Et malheureusement, je sais pas comment faire pour... Allez. Voilà, Armel, accepté. J'ai accepté Armel, ajouté. Donc, on va prendre Armel. Quel candidat souhaiterait voir? Mais je vous ai dit, moi, j'ai le portrait robot du candidat qu'il faut pour le Cameroun. Il faut des développeurs, il faut sortir de la politique politicienne. Vous savez, je vais vous dire ce qui va se passer. La Côte d'Ivoire que vous voyez aujourd'hui, pour prendre cet exemple, c'est un pays où ce sera difficile qu'après Alassane Ouattara, que vienne au pouvoir quelqu'un qui n'a pas un profil de développeur. Pourquoi? Je vais vous expliquer de manière très simple. C'est un pays aujourd'hui qui concentre un gros endettement. Mais c'est de la dette positive. Parce qu'aucun pays africain aujourd'hui n'a la possibilité de construire le développement sans avoir recours à l'endettement. Donc c'est de la dette positive, il fallait construire des infrastructures. Ces infrastructures vont générer ce qu'on appelle un effet multiplicateur. Ça veut dire que vous prenez 5 000 milliards pour faire une autoroute, c'est de la bonne dette. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette autoroute, vous allez créer des externalités positives. Donc c'est bien. Bon, mais maintenant, il n'est pas donné à n'importe quel chef d'État de pouvoir recourir à l'emprunt sur les marchés internationaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de confiance qui se crée. Si c'est ces chefs d'État africains à qui on donne de l'argent, et puis qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Ben, ils prennent cet argent, ils se contentent de faire quoi? D'enrichir leur parking de voitures personnelles? Ben non. Ça ne rassure aucun investisseur sur les plateformes, sur les places fortes financières internationales. Donc on a besoin des gens
qu'on sait que, bon, ah, qui est président là-bas? Ah, c'est Tidiane Cham. Ah ouais, mais Tidiane Cham, c'est une grosse pointure. Il a été dans la finance mondiale avec nous. C'est quelqu'un qui sait interpréter un tableau Excel. C'est quelqu'un qui, voilà, si on place notre argent là-bas, on est sûr qu'on pourra rentrer dans nos frais avec le temps. Donc, un mec comme ça, bon, lui, ça nous rassure. À lui, on veut donner, avec lui, on peut donner de l'argent. Et donc, voilà, c'est ce problème qu'on va avoir. Quand je vous disais que il faut qu'on soit capable de pouvoir identifier un peu là, dans tous les gens que nous avons dehors, un peu partout, c'est qui les gens qui sont crédibles, parce que c'est un problème de crédibilité. Vous pouvez m'arriver au pouvoir, mais si vous n'êtes pas crédible, si vous êtes inconnu au bataillon, si vous êtes inconnu au bataillon, que personne ne vous connaît et tout, vous ne parviendrez pas à lever de l'argent sur les marchés financiers internationaux pour venir développer votre pays, parce que vous rassurez personne. D'où l'importance d'avoir des gens qui ont plus ou moins un parcours, un CV qui est de nature à rassurer les partenaires financiers, qui eux seuls peuvent financer le développement dans un pays. Donc voilà, ça va être difficile que ce soit des politiciens qui prennent la suite d'Alassane Ouattara. L'avantage avec la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils ont plusieurs hauts profils, des gens comme Jean-Louis Buyon, des gens comme Tidiane Cham qui peuvent prendre la suite. Vous voyez que même les États-Unis d'Amérique, ils sont retrouvés à un moment donné dans la situation d'impasse, taux de chômage exponentiel. Comment on règle le problème? Ben, ils ont donné les confier le destin du pays à qui? À un businessman, Donald Trump. On a vu ce qu'il a fait en un seul mandat, hein, pour le chômage. On a vu ce qu'il a fait en un seul mandat. Donc c'est dire quoi? C'est dire que au bout d'un moment, on a besoin de quoi? On a besoin des gens qui peuvent rassurer, des gens qui sur leur seul nom peuvent permettre de pouvoir de pouvoir. Alors, Armel, vous êtes là, mais je vous ai lancé tout à l'heure. Alors, je vais réessayer, Armel, pour vous reprendre. Alors, je vous ajoute Armel. Ajout en cours. Armel, est-ce que vous voyez que je demande à vous parler? Vous êtes là, Armel? Parce que je vois ajout en cours, mais j'ai pas de réaction qui vient de vous. Là, Armel. Allô, Armel? Vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous voyez sonner, Armel? Vous dites que vous êtes là, mais je ne vous vois pas, moi. Bon, voilà, je ne vois pas, Armel, je ne sais pas ce qui se passe. Je vois Jean-Marie qui dit que dans un territoire, il n'y a pas d'explication. Ben, effectivement, la problématique, c'est que beaucoup de gens disent, ouais, notre pays, on est plus un territoire qu'un pays. Hein. Un pays, comme je l'ai dit, c'est l'état de droit. Quand par exemple j'entends des gens envisager l'avenir du Cameroun, sans tenir compte du fait que aujourd'hui le Cameroun c'est un conglomérat d'intérêts. Et la plupart du temps, les gens qui détiennent ces intérêts, c'est même pas des Camerounais, c'est des gens que personne ne connaît. Hein. Ils sont à l'étranger, ils sont tapis à gauche, à droite. C'est pour ça que pour qu'il y ait un changement quelconque, il va falloir que les Camerounais se manifestent en tant que peuple. Aujourd'hui, le peuple camerounais est anonymisé. Il est anonyme, on ne le connaît pas. Il va falloir qu'on puisse prendre les bons réflexes, qu'on puisse signaler à nos amis de la communauté internationale qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun. Mais comment est-ce qu'on va le signaler à partir du moment où, quand des gens comme nous prenons sur nous de dire que les choses ne vont pas, qu'on coupe du courant aux gens, qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas, et on se fait insulter par qui? Eh ben, on se fait insulter par les peuples qui vivent sur place. Sous-entendu, ben, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, le peuple camerounais aujourd'hui est identifié à l'international comme un peuple qui est complice de la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Donc, il va falloir qu'on pose des vrais actes. Les vrais actes, c'est lesquels? C'est de boycotter tous les intérêts financiers que nous avons localement pour dire qu'il y a un ras-le-bol. On n'est pas content. Hein? Oui, c'est de boycotter, vous pensez, c'est un gros investissement venir installer une chaîne Carrefour dans un pays comme le Cameroun. Si simplement par l'acte de l'achat conscient, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on dit, bon, écoutez, nous tous Camerounais, nous, on ne va pas acheter ce Carrefour, on ne va pas acheter ce Carrefour. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas content de la manière dont les choses se passent dans notre pays aujourd'hui. Rien qu'un acte comme ça,
peut permettre maintenant à vos frères qui sont dans la diaspora de prendre le relais, d'aller voir les gens qui sont derrière ces intérêts, Carrefour et tout, leur dire, ben non, vous voyez là, c'est plus bon là, on a un pays, un peuple qui est en révolte. Si vous dites que demain c'est le 20 mai, et aucun de nous ne va à la place du 20 mai pour aller applaudir, parce que applaudir c'est en quelque sorte acquiescer, c'est de dire oui, nous sommes d'accord. Aucun de nous ne va se déplacer chez lui. Il n'y a pas un militaire qui viendra vous attraper dans les maisons pour dire ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas venu à la place de l'indépendance ou à la place du 20 mai pour venir applaudir. Donc il y a des petits actes comme ça de rébellion sans avoir besoin de dire que sans avoir besoin de dire de poser un acte, de prendre une arme. Il y a des petits actes de rébellion comme ça qui peuvent impacter, en tout cas qui peuvent sortir le Cameroun de l'anonymat, le peuple camerounais de l'anonymat dans lequel il est. Alors je vous parle là, le peuple camerounais n'est pas identifié comme un peuple à problème. Ça, je vous le dis. Nulle part au monde, on ne considère qu'il y a un peuple qui vit un sinistre au Cameroun parce que on est dans l'anonymat. Personne ne se plaint, on est là, on accepte tout ce qui se passe. On nous dit, bon, on vous met un barrage de 211 watts, il n'y aura plus de délestage au Cameroun. Et puis, le lendemain, le barrage, il est là, plus de 400 milliards mis sur la table. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a toujours les délestages. On vous dit que le barrage qui devrait produire 211 mégawatts ne produit que 80 mégawatts à la fin. Bon. Et il n'y a pas, personne ne dit que c'est pas bon et tout. Et ceux qui osent comme nous dire que c'est pas bon, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont attaqués par qui? Par ceux qui n'ont pas les couilles de se plaindre. Mais vous voyez dans quoi on est? C'est pour ça que je vous disais que moi, je ne crois pas du tout à une alternance sur un mode pacifique au Cameroun. Moi, ma conviction, c'est que ce qui menace le Cameroun là aujourd'hui, je vais vous dire, c'est quoi? Ce qui menace le Cameroun aujourd'hui, c'est qu'on aille vers une balkanisation de l'État du Cameroun. Pourquoi? Parce que ceux qui sont assis sur des avantages, sur des privilèges, ils ne veulent pas lâcher le morceau. Sauf que en conservant le morceau, ils continuent à faire de nombreuses personnes paupérisées. Et donc, il y aura un problème au niveau du partage, qui va faire quoi? Qui va faire, oui, le partage de la richesse nationale, qui va faire quoi? Qui va faire à un certain moment donné que, bon, voilà, vous avez les Bassa qui disent, bon, voilà, nous, on commence de Ngoumou jusqu'à Douala, Yabassi et tout, bon, allez, nous aussi, on fait sécession, comme les gens du Nord-Ouest et les gens du Nord-Ouest. Donc, toute la zone-là, nous percevons un impôt, nous percevons de la douane, bref, nous percevons les taxes de cet endroit. Les gens de l'Ex vont dire, ah, c'est nous le formidable bassin de production en termes de bois du Cameroun, on a donné tant de milliards à ce pays, sans péréquation, il n'y a rien qui revient pour les populations locales, donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, nous, notre zone là de l'Est, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, dès que vous avez traversé l'Union à Konolinga, dès que vous avez traversé l'Union à Konolinga, à partir de là, jusqu'aux frontières avec Ngaoundéré et tout, dans tout l'Est là, nous aussi, on touche notre douane, on touche nos impôts et tout. Et puis, ainsi de suite. C'est ça qui va se produire au Cameroun, si on ne part pas dans les schémas où on s'assoit. Parce que ce que je vous disais, c'est que le drame du Nozo, j'entends souvent les gens dire, oui, on ne vous entend pas parler de nos... Mais attendez, il n'y a pas un drame du Nozo, il y a un drame camerounais. Qu'est-ce que vous pensez? Nous, on aimait bien les filles bayangé quand on était là-bas. Vous pensez que ça nous fait plaisir de savoir que ça ne marche pas là-bas? Vous vous rendez même compte de ce qui se passe au Nozo? Mais ça impacte le Cameroun à un autre niveau. Vous allez à Douala, vous allez à Yaoundé, vous voyez le nombre de gens, les déplacés de guerre, c'est comme ça qu'il faut les appeler, qui ont quitté ces zones-là parce qu'il y avait de la guerre là-bas. Est-ce qu'on peut penser que c'est un malheur qui est un malheur que de la zone du Nozo? Non, c'est un malheur qui est camerounais. Nous, on a mal dans nos chairs. Quand on sait que ces endroits qui étaient, moi, c'était l'une des régions que j'ai parmi mes régions préférées du Cameroun. Il n'y a rien de plus beau que d'aller à Bamenda en temps de paix, d'aller manger du hachou, de voir comment il y a une autre organisation, les gens sont carrés, les rues sont propres et tout, rien à voir avec le Cameroun francophone. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Je ne peux plus quitter l'Europe en me disant, bon, je m'en vais au Cameroun, je vais me ressourcer un peu du côté de Bamenda. Comment le faire puisque la zone est une zone en guerre? Donc, il n'y a pas un drame des anglophones, et non, il y a un drame camerounais. Nous sommes tous mal à l'aise par ce qui se passe là-bas.
Mais ce que je veux savoir, que les gens sachent, c'est que ce qui se passe là-bas n'est pas exclusif à cette zone. C'est juste un manque de courage aux autres communautés du Cameroun. C'est parce que les autres ne sont pas courageux. Mais ce vers quoi on va, c'est-à-dire si la gouvernance actuelle veut s'imposer par la force, puisque c'est des gens qui sont habitués à fonctionner sur des schémas violents, hein, ouais, parce que les gens nous parlent de la violence qui est la nôtre, alors qu'on l'exprime que par la bouche. Ils ne parlent pas de la violence qui est celle de ces gens-là, et qui sodomisent des enfants pour que ces enfants aient droit à un bout de pain, aient droit. Allez demander un emploi à quelqu'un, et vous entrez dans son bureau au Cameroun, vous lui dites vraiment, pour l'amour de Dieu, mais il peut vous tuer. Vous lui parlez de l'amour de Dieu, alors qu'il a fait allégeance au Satan. Mais vous vous rendez même compte. Mais le mec, il peut vous tuer quand vous venez lui dire ça pour l'amour de Dieu. Lui-même, il a peut-être subi cette sodomie pour arriver là où il est, où il a dû placer un enfant pour être là, et vous venez solliciter la part d'humanité qui est en lui et qui n'existe plus. Hein? Donc, il y a une telle violence dans ce pays aujourd'hui de la part de ceux qui gouvernent et qu'ils ont fini par contaminer l'ensemble du peuple camerounais. Quand je vois la facilité avec laquelle des gens viennent nous attaquer, mais j'ai posé la question à quelqu'un dernièrement, je lui ai dit, mais attends, petit, je lui ai dit comment je lui ai dit, petit frère, voilà, je lui ai dit, petit frère, hein, est-ce que moi j'ai un problème d'électricité? Non. Est-ce que j'ai un problème d'eau? Non. Est-ce que j'ai un problème d'accès aux soins de santé? Non. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà, ça demande un courage, ça demande des convictions de venir m'investir dans ce débat-là, de venir m'investir dans cette lutte qui peut ne pas me concerner. Si je dois me limiter à mes propres intérêts à moi, oui. Et quand je dis mes propres intérêts, la quasi-totalité des gens qui dirigent, je les connais. Ce sont des amis qui deviennent des ennemis parce que je dénonce leur façon de procéder et tout. Donc, quel est mon intérêt direct à moi? Je ne suis pas candidat à être président, candidat à une quelconque fonction locale et tout. Donc, j'ai quel intérêt personnel? On se bat parce que nous considérons que nous avons hérité d'un pays où des gens ont payé le prix fort. Moi, mes ancêtres sont morts pour ce pays. Cela me donne la légitimité de pouvoir poursuivre leur combat. Mais dans l'absolu, j'ai pas réellement d'intérêt. J'aurais pu faire quoi? Rester avec mes amis. Je leur dis, bon, allez, de toute façon, ces esclaves, ils sont dans ce qu'on appelle la servitude volontaire. S'ils sont dans la servitude volontaire, on s'en fout. De ça, on les laisse dans ça. Bon, allez, refilez les marchés. Nous, on va faire quoi? On va utiliser le petit Torah qu'on a à l'international pour dire que tout va bien au Cameroun. Hein? On pourrait faire ça. Quand on est attaqué par qui? Par ceux qui devraient être en train de soutenir aujourd'hui. Quand j'entends les gens dire oui, les Morgan, ils viennent lui demander aux gens de se réveiller, alors qu'ils sont assis, ils ont leur famille, ne seront pas là. Mais vous vous rendez compte? Vous vous révoltez pour qui? Pour Morgan ou pour vous? Morgan, il n'a pas de problème d'électricité. Il n'a pas de problème d'eau et tout ce que je citais tout à l'heure. Mais c'est pour vous que vous révoltez. C'est-à-dire, il faut pas confondre. On a un tel niveau aujourd'hui de folie dans notre pays que j'ai souvent l'habitude d'assimiler le Cameroun à un vaste exil psychiatrique où quand vous venez faire de la philosophie, eh bien vous faites de la philosophie dans un exil de fous. Vous les dites aux gens, bon voilà le bien qui est là-bas, et les mecs qui sont assis, ils vous regardent, ils disent, mais le grand frère là, est-ce qu'il sait même qu'il est dans un... Il sait qu'il est au centre Jameau là, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Non. Je vous dis, c'est sérieux le problème que nous avons dans notre pays. Alors, Armel, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive pas à vous avoir? Alors, je vais vous ajouter encore, Armel, et dites-moi, parce que moi je vois ajout en cours. Pourquoi j'arrive pas à vous avoir, Armel? Je tiens beaucoup à ce que vous interveniez aujourd'hui.